Bonjour à tous. Alors j'ai décidé de faire cette petite vidéo sur l'histoire de Carlos Ghosn, de son arrestation depuis le mois de novembre 2018 et de vous expliquer, à mon avis, ce qui s'est passé, pourquoi on en est là, les tenants et les aboutissants. J'ai vu beaucoup de choses dans les médias. Comme ça fait 20 ans que je suis au Japon, j'ai peut-être une façon de percevoir les choses un petit peu différente des médias occidentaux et des médias japonais qui sont purement avec le point de vue japonais. Alors, pour commencer, je suis arrivé au Japon finalement quasiment en même temps que Carlos Ghosn. En tout cas, à l'époque, sa nomination a été annoncée. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes de la communauté française qui avaient des responsabilités importantes au sein de cette communauté dans le milieu d'affaires ici, et qui m'ont dit, donc dans les années à peu près en l'an 2000, que les Japonais avaient choisi Carlos Ghosn pour faire le sale boulot, hein, de supprimer des emplois, de faire une restructuration massive. C'est un travail évidemment. Carlos Ghosn est très intelligent, mais des dirigeants japonais auraient pu, des chefs d'entreprise japonais auraient pu faire le même travail. Simplement, il y a une éthique au Japon, il y a un sens de la responsabilité morale de par la culture japonaise qui fait que ça ne se fait pas de dépecer une entreprise, de la restructurer complètement. Le Japon est un pays qui est un mix entre le capitalisme et le communisme, aussi étrange que ça puisse paraître. Et donc des chefs d'entreprise ici ne vont pas vouloir, personne ne voulait faire ce job de restructurer en fermant des usines, en licenciant des centaines, des milliers de personnes. C'était pas possible. Donc personne n'a accepté de faire ce job. Donc on a demandé à Carlos Ghosn de faire ce job, qu'il a très bien fait. Mais ces personnes dans la communauté d'affaires française au Japon, c'était des gens qui étaient là depuis longtemps, très très implantés. Je ne veux pas les citer hein, pour ne pas avoir de soucis, m'ont dit les Japonais ne vont jamais laisser Nissan aux mains des Français. Carlos Ghosn est là pour faire le sale boulot, mais quand ce sera fait, ils vont reprendre Nissan. Hein. C'était prévu, donc c'était prévu déjà par la communauté d'affaires à cette époque-là, il y a 20 ans. Euh, il se trouve que j'avais rencontré Carlos Ghosn dans une réunion de la chambre de commerce française au Japon à l'époque, et je lui avais posé la question, je lui avais dit, tenez, j'ai entendu ce type de paroles, qu'en pensez-vous? Il m'avait dit, il ne faut pas écouter ce que disent les gens, mais finalement, quand on regarde 20 ans après, c'est quand même ce qui s'est passé. Alors, est-ce que Carlos Ghosn est coupable ou pas d'avoir enfreint la loi? Je vais vous dire que j'en sais rien, j'en sais pas plus que vous, puisque personne, à part les procureurs, les avocats, ont des éléments officiels. Simplement, il est extrêmement probable que Carlos Ghosn ne soit pas coupable d'illégalité. Il a fait simplement ce que tout le monde fait dans le monde entier, qui est de l'optimisation fiscale. Et là, je vous demanderai de bien séparer le droit de l'éthique et de la morale. Hein. Ces trois domaines qui peuvent être intégrés en harmonie ou qui peuvent être différents. Donc, d'un point de vue moral, par exemple, ou éthique, on peut se dire pourquoi Carlos Ghosn était-il imposé aux Pays-Bas et pas ni en France ni au Japon, alors que pourtant il était président de société française japonaise. C'est un point de vue éthique, c'est un jugement de valeur. On peut vous répondre parce que là, le siège de l'Alliance est aux Pays-Bas et donc il est normal qu'il soit imposé dans le pays où est le siège de l'Alliance Renault-Nissan, sachant qu'il passe son temps entre tous les pays du monde et donc il n'est pas affilié plus à l'un qu'à l'autre. Bon. Donc séparons bien ce qui est de l'éthique et de la morale de ce qui est du droit. Donc d'un point de vue du droit, certainement, Carlos Ghosn était entouré d'une équipe de juristes, d'avocats, de financiers, et une société comme Nissan, personne ne décide, il n'a pas sur son ordinateur un truc pour faire des virements et se dire tiens, hop, je me vire tant ici ou tant là. Il y a plusieurs personnes, on parle d'au moins 8 personnes qui doivent signer des documents de transfert de fonds pour ce type de montant, et c'est des gens qui ont des postes de vice-présidence, des postes très très importants au sein de la société. D'accord? Donc, tous les transferts d'argent qui ont pu être faits par Carlos Ghosn, qui auraient pu être faits par Carlos Ghosn à son propre profit, ne l'ont jamais été sans avoir été approuvés par un grand nombre de personnes à des niveaux très hauts de responsabilité, qui ont validé tout ça. Ensuite, pour comprendre vraiment ce qui s'est passé, il faut voir que le début de l'accusation de Carlos Ghosn, c'était qu'il n'aurait pas déclaré
une partie de ses revenus qu'il n'a pas touché. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que on l'accuse pas, les premières accusations hein, qui ont amené à l'avoir mis en prison, jeté en prison comme un malpropre, on l'accusait d'avoir été d'accord pour percevoir quand il partirait à la retraite éventuellement une certaine somme, mais cette somme n'a jamais été touchée. Donc il a été mis en prison pour ne pas avoir déclaré quelque chose qu'il n'a pas touché. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de l'aberration de la chose. C'est quelque chose du jamais vu dans aucun pays dans le monde. Hein, et ça tient complètement... il suffit d'avoir un minimum de bon sens pour se rendre compte que c'est aberrant. Donc on l'a accusé de choses extrêmement graves, tout a été mis en scène, et donc en fait il n'a pas touché cet argent de la retraite, il l'a pas touché, et donc c'est un point très très important à comprendre. Donc on a mis quelqu'un en prison en l'accusant de quelque chose qu'il n'avait quand même pas fait. Hein. Et en plus, en faisant abstraction, c'est comme si on parle de lui comme d'un patron d'une petite PME locale avec ses 3 employés, et on fait abstraction du fait que tout ça a été validé par des cabinets d'avocats, d'audit, de finances en interne dans la société. Donc c'est complètement... le pouvoir de la manipulation médiatique est vraiment extraordinaire parce qu'on arrive à faire croire quand même à une population entière par manipulation médiatique des choses qui ne tiennent pas debout. D'accord ? Ça ne tient pas debout que cet homme aurait pu se verser à lui-même des sommes. Voilà. Ensuite, ça ne tient pas debout de le mettre en prison pour des choses qui ne sont pas effectives. Il n'y a pas de sommes qui ont été versées. Enfin, c'est complètement dingue. Donc, ce que Carlos Ghosn a dû faire, comme tous les dirigeants de sociétés dans le monde entier quasiment, c'est de l'optimisation fiscale. Donc, c'est d'essayer de payer le moins d'impôts possible avec des circuits, bon, c'est quelque chose qu'on connaît. Je ne parle pas de jugement moral sur la chose. Et ce qui est très important, c'est qu'on ne met pas quelqu'un en prison d'un point de vue moral. D'accord ? C'est parce qu'il y a des faits de droit et des abus du droit et qui justifieraient d'avoir ces conséquences-là. Mais on ne peut absolument pas justifier parce qu'on pense qu'éthiquement ou moralement, quelqu'un ne devrait pas faire de l'optimisation fiscale, ce qui est une chose. Mais il faut différencier de l'optimisation de la fraude fiscale, et on vit dans des démocraties, dans des états de droit, et donc on ne peut pas accepter, on peut dénoncer, on peut écrire dans des journaux, en parler à la télé, mais on ne peut pas mettre des gens en prison parce qu'ils ne respectent pas notre sens moral ou le sens éthique de l'éthique, des plans éthiques qu'on s'est définis nous-mêmes. Donc ça c'est très important, et c'est pourtant ce qui s'est passé. Alors, Carlos Ghosn voulait rapprocher, donc il voulait intégrer les trois sociétés de l'Alliance. Les Japonais, depuis 20 ans, avaient décidé de toute façon qu'il était là pour faire le sale boulot, mais qu'il récupérait la société et qu'il recommencerait à la gérer à la japonaise, c'est-à-dire pas avec les contraintes occidentales de presser le citron des employés, de les faire travailler comme en prenant 3 auxquels on fait faire le travail de 5. Voilà, donc effectivement, en faisant travailler 3 personnes à la place de 5 personnes, forcément, ça coûte moins cher, et si on leur demande le même résultat, on les épuise. Bon. Donc les méthodes occidentales capitalistiques à outrance ne sont pas les méthodes appliquées dans la culture d'entreprise japonaise, même si les Japonais travaillent énormément. Quelque part, il y a une espèce d'harmonie, de désir d'harmonie entre l'entreprise et son dirigeant, et on ne cherche pas, même si les gens travaillent effectivement énormément d'heures, c'est pas dans la même logique que la logique capitalistique. Et bon, c'est un point assez subtil et difficile à comprendre vu de l'extérieur, mais c'est très très important. Donc, il n'était pas question que les Japonais acceptent d'avoir une intégration de leur société par des Français sous la coupe de Renault, qui est actionnaire majoritaire de Nissan. On en est là. Derrière, l'optimisation fiscale est toujours quelque chose de très limite. Hein. C'est sur un fil. Donc effectivement, on peut vous pousser, on vous dire, bah tiens, t'étais en fait du mauvais côté du fil ou du bon côté du fil. Mais du jour au lendemain, de mettre en prison, de mettre tout ça en scène avec arrestation à la sortie de l'avion, c'est complètement aberrant. Et le pouvoir de la manipulation médiatique est tel que beaucoup de gens finissent par se dire il n'y a pas de fumée sans feu, et forcément il est coupable. Voilà. S'il était coupable, ça fait
cet homme n'a jamais pu se verser d'argent tout seul. D'accord? Donc il y a un nombre de personnes impliquées suffisamment important pour que ce soit impossible. Voilà. Voilà. Donc c'est très important, et d'autant plus que c'est des Japonais, c'est des gens qui étaient, les gens chez Nissan, les très haut placés, ont signé les documents autorisant ces paiements, ce pactole de parachute de retraite. Après, je vous dis, vous pouvez être d'accord ou pas être d'accord, mais on ne met pas les gens en prison, et c'est pas des faits de droit. Si ça a été validé par des cabinets au sein de la société, tout ça est complètement... Donc ça relève vraiment du complot. Ce qui est dommage, c'est que Carlos Ghosn n'ait pas compris, en fait, il n'a pas compris il n'a pas compris le Japon finalement au tout départ, et parce qu'il aurait fallu qu'il parte avant. Voilà, il aurait fallu qu'il parte avant parce que c'est un système. Ensuite, c'est une espèce de rouage. Une fois que vous êtes pris dedans, qu'ils ont décidé que voilà, c'était trop, ils vous feront faire, vous feront dire ce qu'ils veulent vous faire dire, vous feront faire ce qu'ils veulent vous faire faire, et il en est là où il en est aujourd'hui. Mais pour moi, c'est extrêmement clair, et donc je souhaitais partager avec vous ce message parce que on lit dans les médias, c'est pas possible, avec tant d'accusations, tant de choses. Non, c'est juste de l'optimisation fiscale. Et ça a été très bien. Et si on prenait les patrons du CAC 40 et qu'on regardait la façon dont ils optimisent effectivement leur fiscalité, si on appliquait les règles appliquées par le Japon à l'égard de Carlos Ghosn, on aurait la moitié des types en prison quand même. Hein. Voilà, donc c'est important à savoir. La question c'est, il y a des lois, est-ce que les lois ont été enfreintes ou pas? On ne met pas les gens en prison, là, ils devaient faire une conférence de presse, on l'a remis en prison. Enfin, tout ça est un non-sens total. J'espère que les gens vont s'éveiller à ça. Je vois des émissions françaises avec des commentateurs politiques, économiques, qui doutent de la chose. Et moi, je me dis, mais comment les gens peuvent ne pas voir cette réalité d'une grande manipulation gigantesque. Je n'ai pas d'affinité particulière avec Carlos Ghosn. C'est même quelqu'un dont je n'avais pas une très bonne image avant qu'il soit arrêté, et que je défends énormément parce qu'on vit dans des démocraties, dans des états de droit, et qu'il y a des choses qui sont possibles ou pas légalement, et qu'on doit respecter les droits des personnes, et on doit parler haut et fort quand ces droits ne sont pas respectés. On doit tout faire pour une équité, une justice où les personnes accusées peuvent se défendre, ce qui n'est pas possible. On l'avait laissé 108 jours en prison. Donc imaginez-vous, hein, dans des conditions sans la lumière allumée la nuit, à dormir par terre, enfin bon, c'est innommable. Le système de justice japonais est malheureusement ainsi. Et j'espère que ça a permis d'ouvrir les yeux des gens du monde entier sur cette réalité, et que ça permettra à ce système de changer. La présomption d'innocence n'existe pas ici. Et puis, par ailleurs, on a plein d'exemples. Vous savez, le bureau qui a arrêté Carlos Ghosn, le bureau des procureurs, est un bureau qui a été créé en fait par les Américains après la dernière guerre mondiale, pour éviter les problèmes de corruption à l'époque sur les grands marchés publics. Et donc, on pense encore que ce bureau est piloté par un esprit sous-jacent à cette époque américaine, voilà, de la post-occupation. Cela dit, si vous regardez aux États-Unis, Alstom, on avait arrêté pareil un dirigeant qu'on a mis en prison. C'est devenu une technique en fait des pays, États-Unis, Japon, Chine, etc., pour prendre des entreprises comme ça et dire voilà, on ne veut plus de cette politique-là, etc. Concrètement, on n'est pas actionnaire majoritaire, effectivement, c'est vous qui l'êtes, donc on va arrêter le dirigeant et on va faire un chantage pour récupérer notre société en mettant le dirigeant en prison. Quoi. Bon, voilà. Donc ça s'est fait avec Alstom, qui a été obligé de vendre, en fait, alors que ce n'était pas ce qu'il souhaitait. Et puis là, avec Renault Nissan et Carlos Ghosn. Et moi, je suppute même, alors je vais aller bien au-delà de tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une manipulation qui a été faite concrètement depuis le Japon. Il a été dénoncé. Imaginez-vous, il y a des dizaines, peut-être même une centaine de personnes qui ont travaillé pour prouver qu'il était coupable. Donc on peut même s'imaginer les pires choses. On peut même s'imaginer qu'il y ait des gens chez Renault qui aient fait des virements
enfin, on peut s'imaginer chez Nissan, pardon, qui a fait des virements pour dire qu'il avait reçu enfin, bon, on peut s'imaginer les trucs les plus tordus quand vous avez 100 personnes qui montent un dossier contre vous, en fait, hein, clairement. Euh, et donc, cet homme s'est retrouvé du jour au lendemain accusé, avec une équipe ça faisait 1 an qui bossait pour l'accuser. On ne peut pas savoir, aujourd'hui, on n'a pas de preuves légales pour dire voilà, il était responsable ou pas, mais concrètement, se défendre enfermé dans une prison avec un avocat japonais, enfin bon, c'est avec un seul contact et son avocat japonais, pas pouvoir faire de recherche soi-même, pas pouvoir contacter les gens qui sont en cause dans l'histoire. Enfin, ça paraît complètement invraisemblable et ça paraît tout sauf de la justice en fait. Voilà, donc moi je milite activement pour que Carlos Ghosn puisse se défendre librement. Là, on l'a enfermé encore, comme par hasard, quelques jours avant qu'il fasse sa conférence de presse au Japon. Il devait donner une interview le matin même à Fox News aux États-Unis. Il a été arrêté quelques minutes, donc évidemment on se doute que ses téléphones étaient sur écoute et qu'ils n'ont surtout pas voulu que cette interview se fasse avec Fox News le matin de son arrestation. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné un petit peu des éléments. Moi je pense que donc au-delà du Japon, au-delà des gens de chez Nissan, moi je pense même que ça va très très loin ce que je vais vous dire, que derrière ça, je pense qu'il y a les services secrets américains qui ont manipulé la chose, on va dire, et, euh, et derrière, enfin, ou les services secrets américains, ou l'industrie du pétrole, parce que quand même, il faut savoir que Carlos Ghosn avait décidé, et avait réussi d'ailleurs, à créer d'ici 5 ans le tout électrique. C'est-à-dire, regardez, il y a plein de conférences où il en parle, vous trouvez ça sur Internet, et en fait, il avait réussi à avoir, avec la force de Renault et de Nissan, assez de pouvoir d'investissement en recherche et développement pour développer le tout électrique comme une réalité de n'importe quelle voiture d'ici 5 ans. Et quand vous voyez ce qu'ont fait les Américains avec la guerre en Irak, où on a quand même accusé Saddam Hussein d'avoir des armes de destruction massive, alors qu'on savait très bien, les Américains savaient très bien qu'il n'en avait pas. Et c'est juste parce que les Américains voulaient refaire la géopolitique du pétrole au Moyen-Orient, ce qu'ils ont commencé à faire et ce qu'ils font encore aujourd'hui. Imaginez-vous l'impact de se dire voilà, toutes les voitures seront électriques d'ici 5 ans. On est en 2018 quand il était arrêté, 2023, c'est une catastrophe pour l'industrie du pétrole. Hein. Donc moi je pense que, et donc pour l'économie américaine, etc. Et quand on voit, enfin, c'est la même industrie qui finance la politique, voilà, on connaît l'histoire, Bush, etc. Bon. Donc derrière, moi je pense qu'il y avait eu Volkswagen déjà quelques années avant, qui était devenu le premier constructeur automobile mondial, machin. Hop, tout d'un coup, il y a eu l'histoire des moteurs, des fausses certifications. Hop, voilà, illuminé. Là, il y avait Renault-Nissan qui allait arriver au tout électrique très très prochainement. Menace massive pour l'industrie du pétrole américaine. Donc moi je pense qu'au-delà de ce qui s'est passé factuellement au niveau du Japon, ça a été piloté derrière par cette industrie du pétrole. Et c'est des gens qui ont un pouvoir colossal, ils financent la politique américaine, enfin bon, c'est sans limite. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous donnera des... C'est pas du tout... j'ai pas une nature conspirationniste du tout, mais ça me paraît être très semblable. Et ça va être très difficile pour lui de s'en sortir, parce que quand la machine japonaise est en marche, il est très difficile de l'arrêter, malheureusement. Voilà, mais c'est tout ce que je lui souhaite. Et je pense que le fait de faire savoir les choses assez largement pourront peut-être aider son cas. Et je vous le dis encore une fois, c'est pas personnel. J'ai pas je ne pense ni du bien ni du mal de Carlos Ghosn, mais je pense qu'il faut parler pour la justice et que tout le monde, même Carlos Ghosn, a le droit au même traitement équitable d'une justice dans un pays démocratique. Merci beaucoup, bonne journée à vous et à bientôt.